introduction à la deuxième section du capital, livre 1, avec bien entendu une lacune qui va peut-être peser sur l'exposé, et je ferai comme si cela avait été fait, puisque Jean Roblin avait exposé donc la forme marchandise, arrivé jusqu'à la forme valeur, et avait certainement montré que la forme valeur impliquait son passage à la forme monnaie ou argent. Et, il y a tout un chapitre, le chapitre 3 sur la monnaie, qui demanderait d'être expliqué, que je ne peux pas donc expliquer. Je vous demande de garder comme une conception intuitive de la monnaie. Pour Marx, la monnaie a plusieurs fonctions, c'est-à-dire la représentation argent, c'est-à-dire le passage, la détermination d'une marchandise qui a pour but de signifier le quantum de travail abstrait sous la forme d'un représentant métallique et même d'un représentant papier. L'argent a plusieurs fonctions dans ce chapitre. Il y en a au moins trois que Marx étudie de très près. D'abord, l'argent sert à mesurer la valeur de chaque chose. La quantité de travail ne se mesure pas en quantité de travail, elle se mesure en monnaie. Il y a tout un passage qui est difficile que je ne peux pas faire et refaire, sinon c'est exposé. Elle a plusieurs fonctions, cette monnaie. Donc elle est d'abord une mesure de la quantité de valeur, donc de travail abstrait, selon suit la réflexion de Marx. La deuxième fonction de la monnaie, c'est d'être un moyen de circulation. Sans monnaie, la marchandise ne circule pas, et c'est ce qu'on va voir dans le chapitre 4. C'est un moyen de circulation fondamental. La circulation des marchandises, c'est aussi une circulation de la monnaie qui est la forme ultime de la forme valeur. Et troisième remarque, puisque les exemples de Marx le montrent, M à M, l'achat, la vente du marchandise à quelqu'un qui la paye, passe bien par la forme monnaie, qui est à la fois la mesure de la valeur de la marchandise et en même temps un moyen de circulation dans la mesure où les marchandises ne s'échangent pas directement les unes comme les autres. Elles passent donc par l'argent. Et enfin, Marx esquisse aussi dans ce chapitre important, qui était une discussion très technique sur les théories monétaires de l'époque, qui mérite d'être fait. Donc la monnaie donc, ça devient argent proprement dit. Il avait donné donc une idée, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de mesurer la valeur, il ne s'agit pas simplement de faire circuler les biens produits à titre de marchandises, il s'agit bien aussi donc d'une certaine manière de produire des quantités de marchandises qui sont réalisées par une quantité de monnaie, d'argent, une quantité d'argent qui va s'autonomiser sous la forme non pas de la thésaurisation, qui est la première forme, mais sous la forme de l'enrichissement proprement monétaire. Et Marx montre déjà dans le premier chapitre que dans le capitalisme, la circulation marchande n'est pas simple. Ce n'est pas le passage d'une marchandise à une autre, achat, vente, d'abord achat par argent, une autre marchandise, M à M. Ce qui se joue dans la sphère de la circulation, c'est que pour certains de ces échangistes, peut-être les mêmes, on verra, il y a une circulation AMA, celui qui a de l'argent, l'échangiste qui a de l'argent, donc achète une marchandise pour pouvoir, avec l'argent, avec cette marchandise, la revendre et en faire quelque chose qui lui rapporte plus d'argent qu'il n'a été avancé, d'où M, A, M, A et A'. A prime étant plus grand que A. Donc je suppose ça un peu connu, et je voudrais rentrer dans ce chapitre 4, qui est un des plus beaux, à mon avis, du capital. Pourquoi c'est un des plus beaux, des plus intéressants? Parce que, si vous voulez, les chapitres précédents analysent des formes élémentaires de la vie économique, de la vie sociale. Ces formes élémentaires, on part de la marchandise, qui est un atome, qui est un élément simple. On montre que cette marchandise implique de la valeur d'usage et la valeur d'échange, que la valeur d'échange nous fait passer à la forme valeur, et que la forme valeur développée aboutit à l'équivalent général, qui est l'argent, la monnaie et l'argent. Vous voyez très bien que toutes ces analyses sont des analyses d'éléments qui se suivent les uns les autres, et que c'est pour cela que le capital est si difficile, parce qu'on a l'impression d'avoir une espèce de déduction ou d'articulation linéaire qui nous fait passer d'une forme simple à une forme simple, un peu plus compliquée, mais on en reste là. Or, le vrai problème de Marx, et c'est pour ça que certains ont pu dire qu'il fallait revenir sur la section 1 d'une manière récurrente et après, avec la transformation de l'argent en capital, A' plus grand que A, c'est la forme simple, dont je vais en parler, avec la projection de la forme du capital qui menant à la forme de la circulation de la marchandise, on en arrive, si vous voulez, à la première abstraction complexe. On en arrive à un concret de pensée.
c'est un élément qui n'est pas aussi simple que les autres, puisque pour comprendre la transformation de l'argent en capital, il faut disposer des concepts qui ont déjà été élaborés dans les 3 premiers chapitres, cette série de concepts très précis que Marx a analysés, et qu'au fond, c'est quand on arrive à la forme sociale de la circulation monétaire, avec la transformation donc de l'argent en capital, c'est-à-dire un argent qu'on accumule pour pouvoir produire de la richesse et toujours plus de richesse. Alors là, on arrive finalement à un concret de pensée, par Marx, qui est en même temps à un correspondant, si on peut dire, une forme réelle. Donc l'argent, c'est à la fois une forme logique, une forme donc, de pensée, une forme idéale, les pensées, et en même temps, cette forme idéale correspond à un concret réel. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive au premier concret que traite le capital. Voilà pourquoi le chapitre 4 qui termine la section 1 est si important, puisque en quelque sorte, il montre à quoi servent toutes ces distinctions très précises que fait Marx, avec les difficultés qu'elles peuvent avoir. Ou plutôt, il ouvre la section 4, le chapitre 4 ouvre la section 2, hein, et va essayer d'arriver donc à l'essentiel. C'est un chapitre donc décisif, puisqu'on en arrive au premier concret, une abstraction concrète, où on a une première totalité, puisqu'on ne peut pas penser l'argent sans de manière récurrente, tenir compte des concepts qui ont été introduits. Voilà pourquoi Althusser dit qu'il ne faut pas commencer par la section 1, qu'il faut commencer par la section 2. Il peut y être fondé. Ça, j'y reviendrai là-dessus. Je lis, si vous voulez, sur cette deuxième section, la transformation de l'argent en capital. Donc, on prend 3 parties, que je vais essayer de commenter rapidement, parce que c'est dans le détail qu'on va trouver des questions, en vous demandant de présupposer le chapitre sur la monnaie, que je n'ai pas pu, qui n'a pas été exposé, je n'ai pas de problème à pu rentrer loin dedans, et 3 parties, donc, l'exposé de la formule générale du capital, et le capital est une forme. Le capital, c'est une analyse de forme, c'est une morphologie. Et cette morphologie a toujours 2 dimensions, elle est logique, et en même temps, cette logique correspond à des formes historiques. Ça, c'est force. Et le deuxième partie, ce sont les contradictions de la formule générale. Et ce sont ces contradictions qui nous permettent donc de passer à la production, de la sphère de la circulation à la sphère de la production, par la découverte d'une marchandise pas comme les autres, qui est la force de travail. Voilà pourquoi donc le 3e chapitre, le 3e paragraphe de cette section, de ce chapitre 4, s'appelle Achat et vente de la force de travail. C'est donc un chapitre extrêmement important, puisqu'on rentre véritablement là, si vous voulez, dans le domaine d'un concret historique, qui est l'exploitation de la force de travail, qui fera l'objet des chapitres sur la plus-value, des standards qui vont suivre. Voilà pourquoi, si vous voulez, je propose de commencer de reprendre les choses à partir de ce chapitre 4. Donc, si vous voulez, après je reviendrai, je proposerai, c'est aussi un chapitre proprement qui a une dimension à la fois explicative, génétique, mais aussi qui a une dimension philosophique, exactement comme le chapitre sur le fétichisme, qui est placé à la fin du chapitre sur la marchandise, parce que le fétichisme reviendra sous plusieurs formes. Et ces formes ne seront que des formes développées et compliquées de la forme marchandise dont on est parti. Ça, j'y reviendrai. Il y a d'ailleurs ici aussi place pour un fétichisme. Alors, si vous voulez, tout de suite, rentrons dans le vif du sujet de ces 3 parties du chapitre. Premier chapitre, donc, il s'agit de s'intéresser à ce qui se passe dans la circulation, l'échange, qui est d'abord échange simple de marchandises, MAM, et en même temps, ces marchandises ne circulent pas seules, elles peuvent circuler puisqu'il y a l'intervention de l'argent comme mesure de leur valeur, comme moyen de paiement, et en même temps aussi comme ce qui s'accumule et qui en quelque sorte produit la richesse, et qui est ce qui intéresse le capitaliste lui-même. Il y a donc 2 circulations qui font une unité dans la distinction dans le livre du capital, la circulation des marchandises et la circulation de l'argent, la circulation monétaire, l'échange monétaire qui intéresse Marx. La formule générale du capital sera donc, elle a déjà été énoncée, et elle sera, si vous voulez, symbolisée par la formule A. MA' ou A' n'est pas égal quantitativement à A, ou A' sera A plus delta A. A plus delta A veut dire que la somme d'argent qui a été investie dans la circulation sort dans la circulation elle-même, réapparaît sous une forme augmentée. Il y a plus d'argent que ce qui a été investi ou qui a été engagé dans la circulation, et dans l'intérieur même de la circulation, cette augmentation de l'argent apparaît.
Et c'est précisément parce qu'elle apparaît sans pouvoir être expliquée qu'il y a une énigme de la forme argent et que Marx veut l'expliquer. La thèse de Marx sera qu'au niveau de la seule circulation de l'argent, A', l'argent circule, il va de l'un à l'autre, il permet d'échanger les marchandises, et cet accroissement, cette augmentation, ce delta A, c'est la différentielle de A, ne peut pas être expliqué par la logique de la circulation. La logique de la circulation, comprise dans sa complexité, ne permet pas de rendre compte de la production de l'incrément argent qui apparaît dans la circulation et qui est la formule du capital. Tout le problème de Marx, c'est de montrer que pour comprendre ce qui se passe, eh bien, il faut d'abord voir ce qu'est la forme capitale, générale du capital, et en même temps voir quelles sont les contradictions internes de la sphère de la circulation double, et à isoler la marchandise qui seule peut produire quelque chose, mais elle ne le produit pas dans la circulation, elle ne le produit que dans la production. Voilà pourquoi le chapitre 4 se termine, je lis le texte, par ceci, au terme du chapitre 4, Marx nous dit, nous avons vu que l'accroissement de A en A', de la différentielle d'argent, du plus d'argent, du surplus, ne peut pas apparaître dans la circulation et en même temps ne peut pas être expliqué par la circulation. Elle est dedans et en même temps elle n'est pas expliquée par l'intérieur. Pour une raison simple, c'est que la logique de l'équivalence régit la sphère de la circulation. Alors, cela est décisif, c'est important, puisque la sphère de la circulation, de l'échange de marchandises, entre les bornes de laquelle se meuvent l'achat et la vente de la force de travail, était un véritable Éden des droits innés de l'homme, puisque dans la sphère marchande, il y a égalité, il y a liberté, il y a échange, je reviendrai sur ces termes qui concernent le droit naturel moderne. Et ce qui est important, c'est la fin du paragraphe, du paragraphe 3. Au moment où nous prenons congé de cette sphère de la circulation simple, celle de l'échange des marchandises, à laquelle le libre-échangiste vulgarise, n'importe quel échangiste, emprunte les conceptions, les notions et les normes de jugement qui portent sur la société du capital et du travail salarié. Chacun est libre, chacun est égal. Donc ce sont les normes de la sphère de la circulation qui vont servir à juger la société en général, mais telles quelles, ces normes sont équivoques, il faut les critiquer. Il semble que la physionomie de nos personnes, de nos dramatismes personnels, les personnes de ce drame qui se jouent dans la circulation, se transforment un peu. L'ancien possesseur d'argent marche devant dans le rôle du capitaliste. Le possesseur de force de travail le suit dans celui de son ouvrier. L'un a aux lèvres le sourire déjà important et brûle du lardeur affairiste, l'autre est craintif, rétif, comme quelqu'un qui a porté sa propre peau au marché et qui maintenant n'a plus rien à attendre que le tannage. On va tanner sa peau. Tout le passage de ce chapitre, c'est de montrer que dans cette sphère, une fois qu'on a compris que le A' peut être produit par la sphère, il faut changer de sphère, il faut donc changer de logique, passer de la logique de la circulation à la logique de la production dans laquelle apparaît précisément la plus-value, c'est déjà anticipé dans le paragraphe 3. C'est donc ce passage qui est ici, et là nous allons avoir, comment dirais-je, à partir de là, un progrès dans la construction conceptuelle qui va amener à toujours plus de concrétude, puisque va apparaître effectivement le procès du travail, la production de plus-value absolue et relative, et tout ce qui va avec sur l'accumulation du capital. C'est-à-dire qu'au fond, on est parti d'abstractions simples, qui sont celles du livreur de la section 1, vers des abstractions plus complexes, qui ont en quelque sorte une prise logique plus grande sur les processus de pensée et sur les processus réels, et en même temps aussi, si vous voulez, dans ce passage, il y a à la fois un plus de logique complexe, de logicité, et en même temps un plus d'historicité, puisqu'on rentre dans le laboratoire de la production capitaliste en tant que telle, et que d'elle seule. Je ne sais pas si vous essayez de comprendre. Donc ce chapitre est intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'y jouent. Bon, alors, si vous voulez, par exemple, je lis le début, donc, du chapitre 4. La circulation des marchandises est le point de départ du capital. C'est ce que a montré la section qui précède. Production de marchandises, circulation développée des marchandises, commerce, constituent les préalables historiques de la jeunesse. Les préalables historiques et en même temps les préalables logiques. Et le problème de Marx, maintenant, c'est de partir de ce point de départ et d'en faire quelque chose de nouveau. On va partir du point de départ qui est la circulation complexe des marchandises et en disant que c'est là que le capital commence à apparaître. Et il précise, cet ultime produit de la circulation des marchandises est la première forme phénoménale du capital. Le capital commence à exister dans la sphère de la circulation, non pas simplement sous la forme d'un amas de marchandises, première ligne du capital, mais sous la forme d'un amas toujours actif d'argent qui accompagne l'amas des marchandises. Le monde capitaliste n'est pas qu'un immense amas
l'ensemble de marchandises. Le monde capitaliste est un immense ensemble de marchandises dans lesquelles se joue l'accumulation de l'argent liée apparemment à la circulation des marchandises. On a donc modifié la formule par laquelle on a commencé. Voilà pourquoi il faut faire un sort particulier à la deuxième circulation, qui est la circulation de la monnaie AMA, AM après, pour dire les choses exactement. Donc, si vous voulez, la chose qui ne reste pas expliquée, c'est la suivante. Marx n'explique pas d'où vient l'argent. Il présuppose donner le fait qu'il y a un possesseur d'argent. Et on verra plus tard d'où vient ce possesseur d'argent. Donc, on n'en est pas à se poser cette question qu'on se posera que plus tard. Donc, le problème de Marx, c'est de montrer que dans la circulation des marchandises, l'argent ne peut pas ne pas entrer. L'argent entre désormais dans les marchés et pas seulement dans les marchandises. Il y a donc un marché qui est celui donc, de la forme monétaire. Il y a donc des marchés déterminés, il y aura plusieurs marchés déterminés, le marché des marchandises, telle ou telle marchandise, le marché financier, et aussi, on va le voir qu'à la fin, on le verra plus tard, le marché de la force de travail. L'argent, donc, mais l'argent n'est pas expliqué dans sa jeunesse. On part du fait phénoménal, on échange des marchandises, et qu'est-ce qui se passe dans l'échange de marchandises de circulation? On a surtout éclairé la première avec des concepts simples, maintenant on va éclairer la seconde, et on en arrive à un concept plus complexe qui unifie les concepts précédents, qui est le concept de capital. Est-ce que je dis clair? Donc il faut avoir, si vous voulez, cette idée que la démarche de Marx permet une récurrence, parce que la première catégorie complexe qui apparaît ici, c'est la catégorie simple, générale, du capital, qui permet de comprendre ce qui s'est passé dans la section 1, puisque tous les éléments qui la constituent ont été présentés à partir précisément de la phénoménalité de l'échange, le fait qu'il y a de l'échange, le il y a qu'on ne déduit pas, on en parle, il s'impose, et il s'impose comme circulation du capital. Donc, s'il en est ainsi, cette seconde forme de la circulation, celle que Marx a souvent analysée dans le chapitre 4, montre que les deux circulations sont immanentes l'une à l'autre. Et ça, c'est aussi important. La circulation ne se dédouble pas, comme s'il y avait deux circulations qui s'ajouter l'une à l'autre. Quand la marchandise circule et qu'elle s'échange contre une marchandise, la médiation de l'un est nécessaire. On ne peut pas échanger une marchandise, on ne troque pas. Donc il est nécessaire d'avoir déjà la présence de l'argent, qu'on présuppose être là, sous la forme de possesseur de marchandises d'argent, dont on ne peut pas domicile, c'est une question qui est réservée plus tard. Donc la circulation, c'est qu'une unité de deux circulations, et que humanante l'une à l'autre, puisqu'il ne peut pas y avoir de M à M s'il n'y a pas de M à. Il y a donc le conditionnement réciproque. On achète donc pour vendre contre l'argent. Il y a donc une autonomie relative de la circulation de l'argent. Et cette autonomie relative, donc Marx va l'analyser de manière assez précise et logique, en faisant une série de remarques qui sont intéressantes. Ce sont les remarques suivantes. Première remarque, dans la circulation simple, qui est la circulation de la marchandise, de l'achat d'une marchandise et vente d'une marchandise, il y a, si vous voulez, cette idée que l'argent sert de moyen terme, de médiation. On passe d'un M à un autre M. Et si vous voulez, on passe d'une particularité à une autre particularité, une marchandise spécifique. Contre une marchandise spécifique, et il semblerait bien de ce point de vue que dans la circulation marchande, on est dans la sphère de besoin. Les marchandises sont achetées par l'acheteur pour acheter d'autres marchandises pour satisfaire des besoins finis. Tel besoin, à tel moment, tel autre besoin, à tel autre moment. Et que l'argent n'a qu'une fonction médiatrice qui le fait en quelque sorte s'évanouir dans la satisfaction des besoins, dans la valeur d'usage. Et je signale que cette conception de l'économie que vous trouvez ici, c'est la conception que vous trouvez chez Aristote dans la politique. Aristote dit qu'il y a donc deux formes. Dans la note 6 de ce magnifique chapitre, vous trouvez une allusion à Aristote. Aristote dit qu'au fond, la monnaie sert à faire circuler les marchandises. Il n'arrive pas à expliquer bien l'origine de la monnaie, mais il dit que la véritable économie, c'est celle qui permet de satisfaire des besoins finis en fonction du temps et du lieu, et que ces besoins finis sont les besoins qu'il faut étudier pour eux-mêmes. Et Aristote est inquiet de l'apparition de ce qu'il appelle la crématistique. Créma, c'est l'argent. Et la crématistique, c'est une circulation qui s'autonomise, puisqu'Aristote sait très bien, il y a des banquiers, il y a des prêteurs d'argent, que l'argent, la circulation monétaire s'est autonomisée, et que la cité est menacée dans ses fondements par l'apparition de A, M, A'. Et donc, Marx, de ce point de vue, a certainement une orientation aristotélicienne, un Aristote moderne. Il ne propose pas de revenir à une économie simple comme celle d'Aristote, mais il pense que la distinction entre l'économie, à savoir donc une économie centrée sur la production de valeurs d'usage pour satisfaire une série indéfinie de besoins finis, le thème de la finitude intérieure est fondamental, et que l'argent a fait introduire autre chose, parce que lorsqu'on pose la
formule A, M, A', on a une situation logique différente, parce que de A à A', qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, il est bien évident que l'argent A, la marchandise M et la marchandise M', si vous voulez, sont toutes des marchandises, mais sont différentes qualitativement, puisqu'elles satisfont des besoins déterminés qui sont particuliers. Il y a une particularité qualitative de la marchandise M' par rapport à la marchandise A. Ce n'est pas la même. La viande, la nourriture, le vêtement, le logement, et bien d'autres choses encore. Or, si on regarde la circulation A, M, A', on est dans une situation logique différente, parce que A et A' sont qualitativement égaux. C'est toujours de l'argent. Ce n'est pas un argent déterminé, comme M, une marchandise déterminée, qui satisfait un besoin. L'argent ne satisfait pas d'autres besoins que la possibilité de mettre en route la circulation marchande et d'acquérir, et surtout de pouvoir s'accumuler lui-même. Marx nous montre assez vite. Ce qui veut dire ceci, que dans la circulation marchande, si on la prend par la circulation de l'argent, AM, A', mais en circulation par la médiation de la marchandise, il y a donc un changement de médiateur, c'est le médiateur M, qui dans la circulation simple, M était la fin, le but fini de l'opération d'achat et de vente pour la satisfaction des besoins. Il y avait donc une possibilité de discuter des fins, une possibilité de faire une réflexion sur la hiérarchie des fins. Et finalement, la réflexion politique et économique, une politique économique pour Aristote, c'est la réflexion sur la qualité des fins déterminées. Or ici, avec la circulation marchande, on est dans un autre univers logique, puisque de A à A', on passe d'une marchandise, l'argent comme forme équivalent de la valeur, à l'argent lui-même. On passe de l'argent lui-même, on ne change pas de qualité, on reste toujours dans des deux dimensions où la qualité est la même. C'est toujours de l'argent. Et la différence de A', c'est pas une différence de A', n'est pas la même différence que celle de M', est-ce que je me fais bien comprendre? Or, s'il en était ainsi, cela veut dire que dans la circulation simple marchande et monétaire, dans la circulation monétaire, il y a donc une forme logique différente, il y a une différence de moyen terme, il y a l'introduction de la finalité dans la possibilité de lier les marchandises aux besoins, alors que dans la circulation AM' qui accompagne la circulation marchande, elle va pouvoir s'autonomiser. Il s'agira plus simplement de satisfaire un besoin, il s'agira certainement de retirer de la circulation, on ne sait pas trop comment encore à ce niveau-là, il s'agit d'échanges d'équivalent, il s'agira de retirer un A' plus grand que A. Et là, finalement, la différence entre deux formes d'argent, deux masses de monnaie, deux A qualitativement égaux, la différence n'est que quantitative. Ça, c'est très important, puisqu'il y a une sorte de permutation, de rapport d'inversion du moyen et de la fin. L'argent de moyen devient dans la circulation AM', il devient une fin, et une fin en soi. Or, c'est toujours là la possibilité de l'autonomisation de la circulation monétaire, de la circulation de la monnaie, de la circulation de l'argent qui intéresse Marx, qui dit les économistes n'ont pas assez analysé ces deux formes qui sont données en même temps, puisque pas d'échange de marchandises sans circulation de l'argent, et pas circulation de l'argent sans recherche d'un plus dont on ne sait pas d'où il vient, qui pourtant apparaît dans la circulation, et c'est même ce qui intéresse celui qui vise, comment dirais-je, comme le thésauriseur à avoir un trésor, et comme le commerçant, puisque les commerçants existent, à avoir plus d'argent qu'il en a engagé au terme des processus donc, de l'échange. On a donc deux structures qui sont inversées, où le moyen est de l'un et devient la fin de l'autre, et d'une certaine manière, il y a une sorte de dynamisme beaucoup plus grand dans la formule AM, A' que dans la formule AM, parce qu'il y a une autre propriété que Marx fait apparaître. Lorsque vous avez satisfait un besoin en achetant avec l'argent que vous avez une marchandise à la suite de la vente de la première, et que vous satisfaites un besoin déterminé, la marchandise sort du circuit. La marchandise sort du circuit de la circulation. Elle est consommée, elle disparaît. Ce qui est consommé disparaît de la consommation et sort de la consommation. Or, en ce qui concerne la circulation monétaire, il n'y avait pas du tout le même. Dans la circulation monétaire, le A', supposé plus grand que A, qui représente une quantité de valeur plus grande, une valorisation qui reste significative, le A', eh bien, il ne sort pas de la circulation. Il est réinjecté de la circulation. Tout se passe comme s'il avait un reflux de A' sur A. C'est-à-dire que l'argent ne sort pas de la circulation, il retourne vers son premier possesseur, et ce premier possesseur, parce qu'il est en situation A', va réinjecter de l'argent pour relancer la production marchande pour obtenir A'.
Vous voyez très bien que les deux formules, les deux sont apparemment équivalentes, mais que dans leur inversion se jouent des choses très à fait différentes, parce qu'il y a un reflux de l'argent augmenté, de l'argent avec un delta, différencié le plus, il y a un retour de l'argent vers lui-même. Il y a un retour du même au même. Mais le même, le retour du même au même, c'est un même augmenté de quelque chose. Ce qui n'est pas le cas, ce n'est pas le sens logique de la marchandise. Alors voilà comment se présente la transformation de l'argent en capital. Et Marx montre que cette autonomisation va aboutir au fait que certains commerçants, certains humains, satisfont leurs besoins, on ne peut pas ne pas satisfaire les besoins de leur usage, et que leur véritable intérêt, c'est précisément, essentiellement, de faire de l'argent qui produit de l'argent, et pas simplement de satisfaire les besoins humains. Il y a donc une contradiction, un décrochage initial dans la spéculation, qui est le décrochage, une contradiction entre l'usage et l'échange marchand et l'échange productif, dans lequel apparaît un plus d'argent. Je lis d'ailleurs ici le chapitre, la remarque 6, où Aristote est convoqué, qui est très intéressante, parce que Marx, donc, il fait apparaître quelque chose. Voilà ce que dit cette remarque 6, que je vais lire. Excusez-moi, je vais la trouver, elle est un peu longue, mais c'est une note très documentée. Il dit ceci. Aristote oppose l'économique à la crématistique. Il part de l'économique, dans la mesure où l'économie et l'art d'acquérir se bornent à procurer des biens nécessaires à la vie et utiles au foyer domestique ou à l'État. La vraie richesse consiste alors précisément en valeur du genre satisfaisant des besoins. Or, ça va être à l'inverse. La richesse, du point de vue de la crématistique, ne sera pas du tout cela. Le commerce des marchandises, le commerce des détails, peu importe, ne relève pas par nature de la crématistique, mais il devient vite crématistique. Et la crématistique, c'est l'art de faire de l'argent, qui est un art qui se distingue de l'économique, en ce sens que pour elle, c'est la circulation qui est la source de la richesse. Et elle semble tourner autour de l'argent, parce que l'argent ne sort pas du circuit, l'argent se relance avec un retour à son possesseur. Cette non-sortie de l'argent de la circulation est fondamentale, parce qu'elle va permettre de donner à la circulation de l'argent quelque chose que n'a pas la circulation de la marchandise. Elle va lui donner la forme d'une rotation infinie. A, M', signifie que A tourne autour de lui-même, il ne tourne pas autour de lui-même pour être le même, il tourne autour de lui-même pour devenir augmenté de lui-même. C'est un sujet qui s'augmente. Alors que M' n'est pas un sujet augmenté de M. C'est une autre marchandise. Et ça n'est pas donc une rotation avec retour au principe initial et un retour selon la logique de l'infinité. Alors vous voyez très bien que ce qui gêne Marx, comme c'est bien ce qui gêne Aristote, mais entre-temps il s'est passé des choses, il y a eu Hegel, c'est qu'il y a une autre conception de la richesse. Pour la crématistique, la richesse n'est pas la satisfaction de besoins infinis sur un ordre que l'on peut discuter, puisqu'on peut discuter sur les fins. Celui qui veut faire de l'argent, il fait de l'argent un moyen, et ce moyen devient une fin absolue, prise dans la rotation infinie, soumise à l'augmentation infinie de sa masse, et c'est cela la richesse. C'est donc une autre idée de la richesse. Et cette contradiction, elle était déjà présente dans la distinction entre la valeur d'usage et la forme valeur, et la forme argent et la forme capital, radicalise et porte à l'extrême cette contradiction qui n'a jamais été aussi forte que dans les sociétés modernes. Et la forme de la société capitaliste, dans sa spécificité historique, c'est d'être une société où la détermination des moyens satisfaisant des besoins par l'usage fini est subordonnée, elle est subordonnée de plus en plus à l'autonomisation de la circulation monétaire, à la circulation de l'argent qui s'augmente de lui-même, et c'est une autre logique avec ce que pratique la rotation d'un processus infini. On a l'impression que tout se passe au fond comme si l'argent devenait un sujet dont on part à un sujet auquel on revient, mais qui est un sujet qui s'est augmenté, et qu'au fond, la grande catégorie du sujet philosophique, qui vient de laquelle, c'est le sujet infini de l'argent. Qu'en est-il de cette infinité de l'argent? Ça, je crois que c'est tout à fait fondamental pour le dire. Tout acte qui ne considère pas son but comme un moyen, mais comme fin ultime, est illimité dans son aspiration, car il s'efforce de s'en approcher toujours plus. Alors, vous avez cette note aussi sur le monde de Roy, si ça vous intéresse, qui oppose l'économique à la crématistique, et au fond, Marx s'assume comme un Aristote des temps modernes, en faisant cette distinction présente dans l'usage des argents. On voit donc très bien que la première partie, la transformation de l'argent en capital, c'est quoi? C'est une comparaison soutenue, je viens d'en signaler quelques points, entre la première forme de circulation, la circulation marchande, et la deuxième, qui est la circulation de l'argent, qui sont différentes logiquement. J'espère avoir été clair sur l'inversion de la fin et des moyens, sur le fait que l'une est une circulation
qualitative, on voit une marchandise qualitative avec d'autres marchandises qualitativement différentes, alors que dans la spéculation de l'argent, la qualité d'argent est toujours la même. Ce qui fait la distinction et la différence, c'est la quantité, et la quantité a l'augmentation indéfinie et infinie. Et on passe d'une logique de la finitude, de la finité, à une logique de l'infinité ou de l'infinitude. Et que le capitalisme, c'est fondamental un mode de production qui libère les puissances de l'infini, et ça n'est pas l'infini de Dieu, ça n'est pas l'infini de l'absolu, ça n'est pas l'infini de ce qui pourrait être la vie bonne, c'est la catégorie de l'infini, c'est l'infini de la production de la richesse identifiée dans l'argent, c'est l'infini du capital. Ça, c'est une question proprement technique, théorique, et en même temps, c'est une question philosophique. Vouloir éliminer de Marx, c'est ce qui était la tête en disant est-ce que Marx est philosophe? Ben oui, il est philosophe. Là, vous avez probablement cette idée que la société moderne, parce que c'est la seule société qui est vraiment donnée à l'argent, cette puissance, la seule qui est faite de l'infini, de l'illimitation, pas la démesure, cette rotation infinie que rien ne peut arrêter, c'est une forme ontologique. L'argent, c'est une forme ontologique, il y a une ontologie du capital. Et Marx était probablement celui qui, dans son analyse critique, montre que le capital, c'est une forme d'état, une forme d'être qui domine dans le monde moderne et que en lui seul, parce que les formes de commerce antérieures ne peuvent pas avoir la puissance du capital, surtout lorsqu'il s'agira du capital productif. Je fais une parenthèse ici. Alors vous voyez très bien, pour ceux qui s'intéressent à la philosophie, qu'il y a une désassonance entre Marx et la critique de la métaphysique que vous trouvez chez Heidegger. Ce qu'Heidegger appelle le développement de la technique, c'est au fond une manière un peu métaphorique et imagée et très discutable de penser le même problème que pense Marx, en pensant donc la forme capitale comme une forme dotée d'une infinité autoproductive, et qui fait que, il le dit d'ailleurs à la fin de cette première partie, que l'argent c'est un automate. Automaton, c'est-à-dire qu'au fond, l'idée, la logique qui émanant de l'argent, c'est d'être, puisqu'elle ne renvoie qu'elle soit un soit augmenté, deux soit à l'infini, c'est d'être en quelque sorte un sujet automate qui ne rend pas compte à personne et qui en quelque sorte fait de soi un monde. Or, le monde moderne, c'est le monde du capital. C'est le monde du capital devenu automate. Et la force d'expansion du capital, c'est de faire rentrer dans cet automatisme, dans ce monstre automate, la richesse de la richesse des besoins qui ne seront satisfaits que dans la mesure où il y aura production de plus d'argent. C'est-à-dire qu'ils sont solvables. Les besoins non solvables ne seront pas satisfaits. Le monde crève de faim, ça n'a jamais intéressé le capital. Si effectivement il peut faire de la misère une exploitation, il le fera. Si effectivement la contestation est trop grande de la force de travail qui résiste, il en tiendra compte, mais de toute manière, jamais il ne renoncera à cet automatisme, à cet automaton qui en fait un monstre. Et d'ailleurs, dans les manuscrits de 1944, Marx parlait du travail, aliéné. Il disait que le fond, le travail, c'est le travail pris au sens large, c'est la dimension de l'autoproduction humaine. Et il disait qu'au fond, dans le capitalisme, où le travail était aliéné, il ne comprend pas l'idée de capitalisation. Ici, par d'objectivation du travail, peu importe. Il dit que, dans la manuscrit de 1944, il dit que le monde du capital, c'est une Unwesen, c'est un monde, c'est une non-essence. Le travail, le capital, c'est une non-essence. C'est-à-dire que rien ne peut résister avec une constance et une force finie face à ce qui n'est pas une essence. C'est un monstre. C'est un monstre logico-ontologique. Et Marx n'a jamais varié sur cette affaire. D'où alors chez Marx, très souvent, les références à la théologie. C'est un Dieu, le capital. Il y a les propriétés de Dieu. L'infini, la rotation de soi, la subjectivité infinie, l'expansion dans le monde, ce sont des choses qui viennent de la théologie. Et en même temps, c'est une théologie diabolique, puisque le capital, en même temps, dans le mesure où il devient monde, dans la mesure où les besoins ne les satisfait que dans une série extrêmement limitée, et à la limite, s'ils ne sont pas solvables, il les élimine, le capital, d'une certaine manière, n'est pas au service des hommes. Ce sont les hommes qui sont au service du capital. L'inversion est le plus jusqu'au bout. Donc je laisse tout ça de côté, et il n'est pas, comment dirais-je, de ce point de vue, il ne faut pas voir dans les dimensions philosophiques les textes du capital, les références théologiques, de simples amusements de marques spéculatifs. Il y a là, dans ce texte, il y a une évocation à la Trinité. Voilà. Il dit que le capital peut être pensé, il s'amuse. Et il s'amuse pas tellement que ça. Il dit que le capital, en quelque sorte, est à la fois père et fils de lui-même. J'ai lu le texte, vous le trouvez juste avant la fin de la formule générale du capital. Si dans la circulation simple, la valeur des marchandises reçoit, face à leur valeur d'usage, la forme autonome de la monnaie, ici, circulation de la monnaie, elle se présente soudain comme une substance sans procès. La forme capitale, c'est celle d'une substance sans procès. Et ce sont des mots très lourds.
Ce sont des mots qui ont derrière eux toute une histoire philosophique et théologique, une substance en processus. Une substance qui se met en mouvement par elle-même. Dieu, chez Aristote, c'est auto katoto, par soi et par soi. Et pour laquelle marchandises et monnaie ne sont que de simples formes qu'il dépose pour revenir à lui-même. C'est un texte magnifique, ça. Et plus encore, au lieu de représenter des rapports de marchandises, elle entre maintenant, pour ainsi dire, dans un rapport privé à elle-même. Le capital est par nature, dans son essence, non-essence, voué à être dans un rapport privé avec elle-même. Ce qui dégêne ce rapport privé à soi est un obstacle qu'il faut éliminer. La force de travail dont le capital a besoin sera toujours, à un certain moment, si elle résiste, un obstacle que le capital devra en quelque sorte privatiser pour réinjecter ce dont il a besoin dans son circuit pour éliminer le reste. Pour tanner la peau des travailleurs qui résisteront ou pas. On le tannera jusqu'au point où ils résistent ou pas. On laisse ça de côté. Alors, voilà en tant que valeur originelle, elle se distingue d'elle-même le rapport privé du capital, opposé à public, opposé à commun. C'est une essence privative qui n'est pas l'essence humaine. L'essence humaine disparaît dans l'appropriation privée par le capital des richesses et leur production à son service. En tant que valeur originelle, elle se distingue d'elle-même en tant que survaleur ou plus-value, comme Dieu le Père, un texte formidable, se distingue de lui-même en tant que Dieu le Fils. L'un et l'autre ayant le même âge, ne formant qu'une seule personne. Le Fils, c'est quoi? Le Fils, c'est Dieu le Père, c'est la somme que vous investissez dans un rang dont vous disposez. Ça, Dieu le Fils, c'est 110, c'est plus 10, c'est ce qui a été engendré par le capital, dont on cherche précisément la raison. Car c'est seulement au moyen des 10 livres que les 100 livres avancés deviennent capital, une fois qu'elles sont devenues, que le Fils est engendré, et que par lui, le Père est engendré. Extraordinaire ce texte. Alors, leur différence s'évanouit de nouveau, et tous deux ne font qu'un, 110. Oui, ce texte extraordinaire, c'est quelque chose d'absolument génial de Marx. Ce qui veut dire qu'au fond, le Père engendre le Fils qui engendre le Père. C'est une autoparthénogénèse. Le capital aspire, dans son mouvement autonome, à être le Père et le Fils de lui-même. Et c'est le Fils qui engendre son Père. Il y a une absence ici. Une absence très intéressante, qui pour un aristotélicien comme Marx, qu'est-ce qui manque? Il manque la mère. Il n'y a pas la mère, il n'y a pas de mère. Pour les psychanalystes, c'est très intéressant. Le capital n'a pas de mère. Si la terre, c'est la mère, ben, la mère n'intéresse pas beaucoup, puisque tout se limite au Père et au Fils, et qu'à la limite, c'est le Fils qui engendre le Père, puisque le Fils, c'est le plus, c'est le surplus, celui qui permet effectivement l'infini du capital de mettre en mouvement et en acte. Voilà. La valeur devient donc valeur en processus, argent en procès, elle devient capital. Voilà, nous sommes arrivés ici à la forme capitale par une comparaison des deux formes de la circulation marchande subordonnée à la circulation monétaire qui devient enfin, bien entendu, s'il n'y avait pas des besoins, il n'y aurait pas de capital. Mais elle ne peut pas nier les besoins. Il en a besoin pour se réaliser. Mais l'idée propre, l'idéalité propre du capital, le capital, c'est une idéalité concrète. Il y a de l'idéal dans le capital. On revient dans ce texte. La valeur devient une valeur en procès, argent en procès comme tel capital. Elle est issue de la circulation, elle y retourne, elle s'y conserve, elle s'y multiplie, en revient grandie, et sans cesse, elle recommence le même circuit. A prime, argent qui couvre de l'argent, monnaie which begets money, comme le dit la description du capital dans la bouche de ses premiers interprètes, les mercantilistes. Voilà, donc voilà si vous voulez rapidement comment Marx dans la première partie, donc en faisant une description des différences des deux circulations, fait apparaître que la spécificité du monde capitaliste se joue précisément sur cette deuxième circulation et que ça n'a jamais existé dans aucune société et qu'en ce sens, cette logique étrange, c'est la logique de la société spécifiquement capitaliste et d'elle seule. Vous voyez très bien ici comment Marx insiste beaucoup sur, comment dirais-je, la spécificité de la modernité. Je fais une petite parenthèse ici qui peut vous intéresser. Vous savez que Max Weber, le Marx de la bourgeoisie, le grand sociologue allemand critique de Marx, Max Weber, donc lui, pense que le monde moderne, capitaliste, est tout à fait original et qu'il y a de grandes coupures entre les sociétés modernes et les sociétés prémodernes. Chez Marx, on la retrouve, cette coupure, mais en définitive, la véritable formulation de Marx, ce n'est pas que les sociétés modernes seraient rationnelles, qu'elles connaîtraient donc la technique, qui fait la différence importante. Bien sûr qu'il y a la technique, il y a les sciences, il y a tout ce qu'on voudra, mais pour Max Weber, c'est la rationalité instrumentale qui fait la différence entre les sociétés modernes et les sociétés prémodernes.
Et la rationalité en valeur, l'éthique, la morale passe au second plan. Elle est nécessaire, elle doit être toujours subordonnée à la rationalité instrumentale. Alors chez Marx, la spécificité de la modernité ne se joue pas sur le couple rationalité instrumentale, rationalité selon les faits, qu'on peut utiliser. Bon, les gens de Francfort l'utilisent. Il se joue sur la forme capitaliste elle-même. Sur la forme capitaliste elle-même. La modernité, c'est essentiellement donc la logique générale du capitalisme qui se fait monde, et qui se fait monde précisément en se subordonnant le monde des besoins, en produisant les besoins, mais toujours en les subordonnant à la logique de l'accumulation infinie. Est-ce que je suis clair? Ça se joue dans ces quelques pages de ce chapitre 4 qui est admirable, j'ai lu assez rapidement, vous vous rendez compte vous-même, et je crois qu'il ne faut pas avoir peur de dégager cette forme politique. Donc, la nouveauté du capital, ici, par rapport à ce que Marx a fait avant, c'est de produire la reconstitution logique de ce devenir monde du capital, et de l'imposition de cette forme logique qui devient la forme ontologique dominante et qui ne peut que se subordonner des autres. Voilà pourquoi il ne faut pas éliminer la dimension philosophique. Mais chez Marx, la dimension philosophique, elle est liée à l'analytique des formes. L'analytique des formes commande l'ontologie. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Et là, vous l'avez de manière exemplaire dans ce chapitre 4. Ce passage de l'analytique de formes concrètes, qui ont une dimension logique, une dimension idéale et concrète, et qui en même temps aussi ont une dimension ontologique. Marx pense l'ontologie du capitalisme. Le capitalisme, c'est une ontologie. C'est une ontologie du mauvais infini. Alors on dirait que c'est une mauvaise ontologie, ça c'est autre chose. Mais en tous les cas, il y a bien cette dimension. Bon, donc, de ce point de vue, le capital, donc, de ce point de vue, c'est bien une morphologique de la modernité. Hein. Et le matérialisme historique de Marx, ça n'est pas un matérialisme naturaliste. Si vous éliminez du matérialisme de Marx la dimension des formes, du formel, de l'idéal, cette idée de la logicité comme prise historique, vous manquez Marx. Il y a une matérialité des formes idéales. Le matérialisme de Marx qui le rend opératoire, c'est qu'il comprend les formes logiques comme des formes idéales qui se concrétisent et qui se réalisent et qui s'historicisent. Et cette union du logique et de l'historique, hein, c'est vraiment l'originalité propre de Marx de l'avoir fait. Il y a donc une matérialité de l'idéal et des formes logiques. Qu'est-ce que c'est qu'une forme dans le capital? Voilà la question qui devrait être traitée. Elle a une longue histoire derrière elle, depuis Aristote jusqu'à Kant en passant par Hegel, c'est-à-dire que vous mobilisez toute l'histoire de la philosophie. Il y a cette épaisseur du capital qu'il ne faut pas réduire, hein, et en même temps la politique n'y perdra pas. Alors, je termine sur ce point, hein, sur cette dimension ontologique. Vous voyez très bien que ce chapitre 4 est l'aboutissement de la logique de la marchandise esquissée dans la première section, et qu'en même temps il permet de comprendre pourquoi cette section 1 ne peut pas s'en tenir à elle-même, et d'une certaine manière il faudrait revenir sur elle. Pourquoi? Et parce que la marchandise, tout va être désormais déterminé par le capital, qui est un génitif à la fois subjectif et objectif. La marchandise, ce n'est pas une marchandise quelconque, c'est les marchandises du capital. Tout devient des choses du capital. L'usage, la valeur d'usage dans le capitalisme, c'est la valeur d'usage selon le capital. La valeur, c'est la valeur selon le capital. C'est-à-dire qu'en définitive, tout va être affecté du coefficient du capital. Tout ceci est du capital. Des formes différentes qui sont à comprendre en tant que telles. Donc, c'est le premier concret de pensée qu'on trouve ici, qui permet de faire un retour et de comprendre qu'on a toujours été dans le capital, mais que maintenant on peut le comprendre, puisque la forme capitale développée pour elle-même permet d'éclairer les éléments qui la constituent. Et parce que j'insiste beaucoup sur ce point, parce que c'est un texte réellement très important que ce chapitre 4. Donc, voilà. Donc, de ce point de vue, on pourrait reprendre la question du commencement, mais je la laisse de côté. Donc, alors, vous voyez très bien aussi que cette forme capitale, elle a une essence. Quelle est son essence? Quelle est sa propriété distinctive à partir de l'analyse que j'ai faite rapidement des deux circulations? L'essence de la forme capitale, c'était une crématistique de l'infinité. Et l'infinité devient, au sens aristotélicien du crématistique, une logique de l'accumulation de la richesse monétaire pour elle-même. Et de ce point de vue, il y a une dimension philosophique de Marx qu'il faut faire réapparaître. L'infinité du capital, c'est le thème central de la première section que je viens de lire ici. Mais cette infinité va être révéler ses contradictions. Alors, donc la question qu'entend réactiver Marx, c'est la question d'Aristote, hein, à savoir que peut l'économique?
Est-ce qu'on peut s'en tenir à cette économie crématistique? Est-ce qu'un autre monde est possible qu'un monde dominé par A, M, A', avec ce que cela implique comme force et violence imposée aux besoins et hiérarchie imposée aux besoins? Est-ce qu'il y a possibilité d'un monde qui, héritant de la richesse produite par le capitalisme, serait un monde où l'usage aurait une autre dimension, où les besoins auraient une autre dimension que celle d'être simplement des besoins du capital? Parce que les besoins qui sont solvables sont ceux des besoins du capital. Les autres, ils sont relégués à la bienveillance, à la charité, à l'État en tant que l'État peut être un État social. Donc vous voyez très bien comme il faut convenu, Marx entend réactiver la vieille question philosophique, ce qu'il en est, ce nécessaire pour assurer le bonheur de vivre à partir donc de la détermination de la forme capitaliste, de la forme du capital comme infini, autoproducteur. Est-ce que je suis bien clair? Si on ne va pas jusque-là, je crois qu'on comprend bien Marx. Donc voilà pourquoi cette logique de l'infinité serait pour être comprise. On devrait étudier un petit peu le rapport à Hegel auquel Marx l'emprunte, mais en quelque sorte, il a des places. Bon, on pourrait aussi s'intéresser à ce que disent Deleuze et Guattari dans Capitalisme et schizophrénie, où ils retrouvent des thèmes semblables, mais avec moins de précision à mon sens que Marx. Mais en ce sens aussi, si vous voulez, quel est le but du capital? Le capital, c'est le sens de l'insensé. Il n'y a pas de sens dans une automisation radicale de la logique de l'infinité, de l'accumulation de richesses monétaires, de capital pour le capital. Il n'y a pas de sens. C'est un monde il est insensé. Parce qu'il y a un détournement fondamental de ce qui donne un sens à l'activité humaine, qui est le monde des besoins. Je vais fermer cette machine. Peu importe, je le fais. Donc, de ce point de vue, il y a un détournement fondamental de la valeur d'usage qui est opéré par la logique de l'infinité du capital. C'est ce détournement fondamental et historique de la valeur d'usage qui est là. Et d'ailleurs, le Montbrier le sait très bien. Il a vécu sur sa peau ce que signifiait le détournement de la valeur d'usage. Et de ce point de vue, dans le capital, il y a comme une espèce de nihilisme secret. Puisqu'il n'y a jamais assez d'argent. Il faut donc toujours en produire plus. Il faut toujours qu'il y ait toujours un A' plus grand qu'un A', et par conséquent, on pourra détruire les formes qui ne permettent pas la production de A'. Voilà pourquoi il y a un dynamisme extraordinaire que Schumpeter a bien compris quand il dit que le capitalisme c'est une production-destruction. Marx l'avait vu dans le manifeste du Parti communiste, le manifeste du Parti communiste montre que le capital ne peut l'être qu'en détruisant les formes antérieures, qui étaient sacrées, qui ne le sont plus. Mais ce que montre Schumpeter, c'est que dans sa logique et dans sa vie propre, ces formes historiques propres, le capital détruit les formes qu'il s'est données si elles ne sont pas suffisamment productrices de A'. On détruit des usines, on les déplace, on vide de personnel, et que par conséquent, le capital fait le vide de ses propres productions si effectivement cette logique de l'infinité est mise en défaut. C'est la pure différence quantitative qui fait tout, et par conséquent, c'est le détournement concret aussi du caractère concret du travail qui est le fait du capital et qui donne cette puissance extraordinaire qu'on connaît aujourd'hui. Et moi, je serais tout à fait prêt de dire que d'une certaine manière, le capital, dans la mesure où il est cet infini qui jouit de lui-même, il est jouissance de soi. Il est jouissance de ce vide qu'il produit dans le trop-plein de l'argent. Et là, quand on parle de cette idée qui me paraît tout à fait intéressante, c'est le plus de jouir en toc. Et qu'à regarder la manière dont ceux qui ont beaucoup d'argent vivent, ils cherchent quoi? La jouissance que procure la possession du capital, et cette jouissance, elle est tellement décrochée des besoins qu'on peut dire qu'elle est en toc. Tout doit se soumettre à elle. On pourrait aller très loin dans cette voie, donc, si vous voulez, il y a là donc, dans cette première partie du chapitre 4, l'idée d'une contradiction radicale, une opposition insurmontable entre l'usage et la valeur en tant que la valeur est devenue capitale. Marx le montre en logicien des formes. Et en logicien, et en même temps, ontologue des formes. Puisque chez lui, ces formes de pensée sont des formes d'être. Si ontologie déplaît, on regardera l'existence, mais c'est pareil, sans violer. Voilà. Donc, il voit pourquoi la subjectivité du capitaliste, c'est à la fois la frénésie de l'accumulation et en même temps la jouissance de l'accumulation comme jouissance en toc. La société de consommation a été certainement une des formes par lesquelles le capitalisme a pu se sauver en faisant participer à cette jouissance en toc, en une hyperconsommation, ceux qu'il avait exploités, le sens de côté. Donc, le capital tourne à un cercle infini, il ne saisit pas, on représente toujours le ligne droite. Il n'y a pas de ligne droite, c'est le cercle infini de la rotation qui finit ici. Donc, vous voyez très bien que
Marx emploie volontairement ce langage théologique et spéculatif pour précisément montrer la dimension profonde de sa réflexion et en même temps aussi pour prendre sa distance par rapport à Hegel. Il se moque de Hegel, parce que les qualités qu'il attribue au capital, c'est les qualités que Hegel attribue à l'esprit absolu. Le texte que j'ai lu, suspension dogmatique, etc. Donc il faudrait voir ici qu'au fond, Hegel a compris dans son langage quelque chose, mais il attribue un absolu, mais Hegel n'a jamais dit que le monde objectif était divin. Le divin chez Hegel, c'est dans les formes philosophiques et théoriques. Laissons ça de côté. En tous les cas, si vous voulez, les propriétés, les déterminations, le langage hegelien est transféré de l'absolu de Hegel au capital. Et c'est un mauvais absolu. Ça ne peut pas être un absolu, pour les raisons que je viens de dire, parce qu'il ne surmontera jamais la contradiction, et que cette contradiction fera retour dans la vie du capital. Il ne peut pas tout avaler, il ne peut pas tout transformer et faire entrer dans son cercle. Alors, je vais terminer avec la partie, si vous voulez, un petit peu long, hein, sur cette analytique des formes de la circulation. Je voudrais maintenant donc en arriver à la contradiction de la formule nouvelle. C'est-à-dire donc paragraphe 2. Et une fois qu'on a dit tout ça, il y a des choses importantes, bien entendu, mais on confronte le problème. La question de la production de A' n'a pas été résolue. On constate qu'il y a A'. On constate que le monde est un monde de marchandises, qu'il est un monde du capital, mais on ne sait pas rendre compte, à partir des éléments qu'on a introduits, pourquoi donc il y a A'. Est-ce que, si l'on reste dans la logique immanente de la circulation, y a-t-il de quoi dans la circulation de rendre compte du passage de A à prime? Voilà. Et Marx dit que la contradiction dont je viens de parler est une contradiction incurable et que la forme de la circulation dans laquelle l'argent se déploie contredit, et c'est ce que je vais commenter, toutes les lois développées antérieurement sur la nature de la marchandise, de l'argent et de la circulation elle-même. Bon, pourquoi ça les contredit? Parce que si vous vous rappelez ce que Jean Roblin nous expliquait, c'est que dans l'échange marchand, on n'échange jamais que des marchandises équivalentes les unes aux autres. La marchandise M' contient, qu'on achète après avoir vendu la marchandise A, M'. La marchandise M' contient la même quantité de valeur, c'est-à-dire de travail abstrait, que la marchandise A. Donc, dans la sphère de la circulation, fondamentalement, on échange des équivalents l'un contre l'autre. Et A, dans M' a pour fonction donc, de rendre présente monétairement la même quantité de valeur. Donc nous sommes dans une logique de l'homogénéité de l'équivalence. Et la question est de savoir comment, à partir d'une logique de l'équivalence, M égale à M', puisque simplement la différence est qualitative, elle devra avoir au besoin déterminer, dans la différence qualitative, est-ce qu'il y a de quoi rendre compte de cet incrément, de ce delta A qui fait donne A'. Comment passer d'une logique de l'équivalent à une logique qui fait apparaître quelque chose qui n'est pas équivalent? Parce qu'A' n'est vraiment pas équivalent à A. A' n'est pas équivalent à A. Est-ce qu'on peut, à partir des lois immanentes de la circulation monétaire et marchande, rendre compte de l'apparition de A'? C'est l'apparition de A' qui devient l'objet de ce second chapitre, de ce second paragraphe du chapitre 4. Et Marx va procéder par variation. Je vais passer sur les différentes analyse qu'il fait, hein, pour m'en tenir aux contradictions. Marx va se poser la question de savoir est-ce qu'on peut expliquer la différence de A' par cette idée au fond qu'il y aurait un vendeur, quelqu'un qui a vendu donc, une marchandise, la vendrait à un prix supérieur à sa valeur, c'est-à-dire que A' viendrait du fait qu'il a estimé M a une valeur supérieure et qui réalise par l'argent une valeur qui n'est pas la valeur véritable de celle que sanctionnera plus tard la circulation des marchandises. Est-ce qu'on peut expliquer le plus de A' par le vol que l'acheteur imposerait dans la circulation de l'argent? Quelqu'un qui volerait sur le poids des marchandises pour leur valeur. Est-ce que c'est la malhonnêteté du vendeur et de l'acheteur qui rend compte du passage de A'? Alors, Marx dit non, parce que supposer que quelqu'un est capable de voler dans la vente d'une marchandise un acheteur, lui-même en tant qu'acheteur, eh il n'est pas immunisé a priori d'être victime du même vol, de la même arnaque, c'est-à-dire qu'en tant que vendeur, eh bien, il vend au-dessus de la valeur, mais en tant qu'acheteur, rien ne le garantit qu'il ne sera pas victime de la même arnaque, ce qui veut dire au fond que une chose dans l'autre, on n'aura rien expliqué, puisqu'on reviendra au même.
ce qu'il a gagné de côté, il le perd de l'autre. Et donc, on ne sort pas de la logique de l'équivalence. Et Marx, dans ce deuxième chapitre, va montrer comment, il tente plusieurs choses, est-ce qu'il montre que, simplement, on pourrait faire jouer la logique de l'inversion pour rendre compte d'une propriété spécifique de A de devenir après. Il dit non, c'est pas parce que l'argent devient la fin qu'en tant que tel on rend compte de ce supplément. La logique de l'inversion n'explique rien. Donc tout le chapitre 2 a pour fonction de montrer qu'il est impossible, au niveau de la sphère de la circulation, de rendre compte de la différence, de la contradiction fondamentale que l'on trouve dans cette sphère, à savoir que les deux formes de la circulation sont différentes et que l'une se subordonne, se subalterne l'autre, et qu'on ne peut pas rester dans la sphère de la circulation pour engendrer après. Et en même temps, on ne peut pas en sortir complètement, parce que c'est bien dans la sphère de la circulation que les choses se passent. Tout se passe lorsque vous vendez des marchandises en gros, en grand, et que va se réaliser à prime. Que celui qui a investi dans une usine, dans des productions lourdes ou dans des productions extrêmement coûteuses en productivité, fera un profit ou un bénéfice. Donc le Marx examine donc les cas et montre d'une manière qu'on ne peut pas recourir au vol. C'est la première chose qu'il fait. Parce que les choses se disent par s'équilibrer, puisque ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Donc, d'une certaine manière, et pourtant, A' existe. A' existe bien. Dans la circulation, il se trouve qu'il y en a qui font un bénéfice. Et ce bénéfice ne peut pas être lié à la moralité de l'un ou de l'autre. Donc, c'est toujours, si vous voulez, cette idée qu'à l'intérieur d'une sphère et de sa logique, on n'arrive pas à rendre compte par les moyens de la logique intérieure de cette sphère de ce qui se passe dans la sphère, à savoir qu'apparaît un surplus de capital. À ce moment-là, alors je vais vite ici pour donner l'idée et insister un peu sur elle, Marx alors dit, pour que les choses se passent ainsi, pour que l'on puisse tirer A', il faudrait que dans la sphère de la marchandise, il y ait au niveau de la marchandise, au niveau des marchandises, une marchandise qui ait une propriété particulière, en restant dans la sphère de la circulation, sans en sortir, une propriété particulière d'avoir rendu possible par son usage un accroissement de la valeur supérieure à la valeur avancée pour l'achat de la marchandise. Donc il faut trouver une marchandise. Donc la solution, c'est de savoir est-ce qu'il y a une marchandise qui permet de passer après. Et voilà. Et donc c'est ça la découverte de Marx. Cette marchandise, elle existe. Voilà pourquoi il est important de passer d'une logique à l'autre. On n'est pas dans la logique de la production. Après, tout est la logique de la production, qui sera un progrès dans les concrets de pensée de la forme capitale et de son analyse plus complexe. Donc, la question de Marx, là, il la précise bien, je vais lire le texte, hein. Je ne le commente pas vraiment à fond, enfin je donne une idée. Il dit ceci. Il conclut le long débat, le long examen donc, des formes sous lesquelles on pourrait expliquer par la logique de l'échange le A'. Voilà. Voilà, si vous trouvez ça, c'est à la fin du paragraphe 2 que je lis, parce qu'il résume bien l'analyse de Marx, dans lequel je ne peux pas rentrer parce qu'il faudrait 2 heures pour les résumer. Le capital ne peut donc pas naître de la circulation, mais il se réalise dans la circulation. C'est bien, après, apparaît dans la circulation. Il se réalise dans la circulation, mais il ne peut pas naître d'elle. Vous voyez très bien que la circulation, c'est une forme de manifestation, un apparaître qui a sa logique, mais qui ne peut pas se comprendre par lui-même, parce que ce qui apparaît est à la fois réalisé et dissimulé. Le capital ne peut donc pas naître de la circulation, et il ne peut pas non plus en provenir, puisque c'est bien dans la vente des marchandises que certains, les commerçants, font des bénéfices, et que les industriels en font aussi dans la mesure où ils ont réussi à trouver des commerçants qui achètent leurs produits. Il faut à la fois, le capital doit donc être pris à la contradiction suivante, il faut à la fois qu'il provienne de la sphère de la circulation et qu'il n'en provienne pas. Il est à la fois ce qui est dedans et se réalise, et ce qui en même temps, dans ce dedans, renvoie à un dehors qu'on n'a pas encore compris, à un X inconnu, pour l'instant inconnu. Nous sommes donc parvenus à un double résultat. Alors je vais au résultat, tout le reste aurait été intéressant de voir les différents niveaux, les différentes hypothèses que Marx analyse et conjure, en quelque sorte, pour montrer qu'elle ne rentre pas. Il faut développer la transformation de l'argent en capital sur la base des lois immanentes de l'échange des marchandises. Or, les lois immanentes de l'échange des marchandises, c'est des lois d'équivalence. On ne peut pas acheter une marchandise à un prix supérieur ou un prix inférieur à sa valeur. Parce que d'une moment ou d'une autre, par le jeu de la répétition, la valeur se rétablit. De sorte que l'échange d'équivalence soit valablement tenu pour le point de départ.
On ne peut pas sortir de la logique de l'échange d'équivalent. Notre possesseur d'argent, qui n'est plus présent que comme chenille capitaliste, est forcé d'acheter des marchandises à leur prix, de les vendre à leur prix, et néanmoins de retirer à la fin du processus plus de valeur qu'il n'en avait lancé au départ. Sa métamorphose en papillon, chrysalide papillon, vous voyez le texte est très très bien écrit là, doit se produire à la fois nécessairement dans la sphère de la circulation et tout aussi ne pas s'y produire. Nécessairement. Telles sont les conditions du problème. Hic produce, hic salta. Là, le Rhône, le fleuve qu'il faut traverser, là, il faut sauter. C'est égal, utilisé sans doute dans la philosophie, dans la phénoménologie et aussi dans la philosophie. Donc la question est la suivante. Comment donc, c'est une énigme, comment résoudre ce problème? Il dit ce problème sur lequel les économistes n'ont pas véritablement apporté de solution. Et il va répondre dans le paragraphe 3, je vais lire tout le début du paragraphe 3 qui apporte la solution à cette longue discussion des cas examinés et retirés. C'est ceci. La transformation ne peut donc provenir que de... Voilà, le changement de valeur de l'argent, qui est censé se transformer en capital, ne peut pas s'opérer sur cet argent lui-même. En tant que moyen d'achat et moyen de paiement, l'argent réalise le prix de la marchandise, qu'il achète ou qu'il paie, mais il persiste dans sa forme propre. Ce changement ne peut pas non plus émaner du deuxième acte de la circulation, de la revente de la marchandise, car cet acte ne fait que reconvertir la marchandise de sa forme naturelle en forme argent. Il faut donc que la transformation porte sur la marchandise. C'est bien une marchandise qui doit rendre compte, par sa nature spécifique, que quelque chose peut aboutir à un prix. Il faut donc que la transformation porte sur la marchandise qui est achetée dans le premier acte AM. C'est donc dans le premier acte d'achat, A, achetant une marchandise, on doit trouver une marchandise qui est capable d'elle-même d'être liée à cette production de plus qui est ici évoquée. Mais pas sur sa valeur, puisque ce sont des équivalents qu'on échange, et que la marchandise est payée à sa valeur. Donc, la question qui est posée, est-ce qu'il y a une marchandise dont la valeur est déterminée, comme pour toutes les marchandises, par la quantité de travailleurs secs qu'elle contient, une marchandise qui peut être employée de telle manière que par son usage, elle permettra en quelque sorte de produire plus de valeur qu'elle n'en contient. Or, il n'y a qu'une marchandise que le capitaliste peut acheter et qui est capable de reproduire de la valeur, parce que les machines ne produisent pas de la valeur, les technologies n'en produisent pas en tant que telles, les moyens de production non plus, c'est la force de travail. Donc Marx individualise dans la force de travail le moyen de la résolution. C'est un point qu'il n'abandonnera pas, parce qu'ici nous sommes arrivés véritablement au porche du capital et de l'analyse concrète. Donc la transformation ne peut donc venir que de la valeur d'usage de cette marchandise en tant que telle, c'est-à-dire de sa consommation. Qui va donc consommer une valeur d'usage, une marchandise qui dans sa vente, si elle est utilisée d'une certaine façon, va pouvoir produire à prime dans son usage. Vous voyez comment ici, usage et échange sont couplés. Hein. C'est la valeur d'usage de la force de travail. Ce n'est pas sa valeur qui ne peut pas rendre compte de la prime. La transformation ne peut donc provenir que de sa valeur d'usage. Pour extraire de la valeur de la consommation d'une marchandise, il faudrait que notre possession d'argent, on n'a toujours pas posé la question de l'origine de l'argent, c'est neutralisé, c'est mis entre parenthèses, ait la chance ainsi de découvrir dans la sphère de la circulation, sur le marché, on ne sort pas du marché, une marchandise dont la valeur d'usage propre posséda cette particularité des ressources de valeur, dont la consommation effective serait donc elle-même objectivation de travail, et donc ni pas aliénation, objectivation de travail et donc création de valeur. Et cette marchandise spécifique, le possesseur d'argent la trouve sur le marché, c'est la puissance de travail, c'est-à-dire la force de travail. La seule marchandise qui peut effectivement, sur le marché, réaliser, être responsable, à laquelle on peut imputer ce delta, cette différentielle, eh bien, c'est la force de travail. Pourquoi? Parce que dans son usage, le capitaliste peut l'utiliser au-delà du temps nécessaire pour reproduire les moyens dont la force de travail a besoin pour vivre. Quelle est la valeur de la force? Alors, ça va poser une question, quelle est la valeur de la force de travail? C'est la question qui terminera le chapitre. Par force de travail, puissance de travail, nous entendons le résumé de toutes les capacités physiques et intellectuelles qui existent dans la corporéité, la personnalité vivante de l'être humain qui met en mouvement chaque fois qu'il produit des valeurs d'usage dans une sphère spécifique. Donc là, si vous voulez, Marx met ce qu'il a toujours présenté comme étant sa découverte propre, qui est
pluralité du capital. Il y a donc une marchandise pas comme les autres. C'est une marchandise à une valeur. Alors, quelle est la valeur de la force de travail? C'est le point que va élucider les pages qui suivent. La valeur de la force de travail, eh c'est la valeur des moyens nécessaires à la reproduction du travail. C'est-à-dire donc c'est la valeur des moyens en nourriture, en logement, en vêtements, et même des valeurs plus sophistiquées en fonction de ce que s'appelle les acquis de la civilisation, les valeurs, donc, le besoin, le coût en sécurité sociale, le coût pour faire face aux frais de maladie, le coût en éducation, c'est cette valeur-là qui est la valeur de la force de marchandise. Ce qui est payé par l'achat de la marchandise, c'est la valeur de ces éléments dont la valeur permet à la force de marchandise de se reproduire. Et ce qui est payé en plus, et ça n'est pas payé vraiment, c'est l'usage. Une fois qu'il a payé, que le salaire paye la valeur de ces éléments, eh bien, le capitaliste peut user la force de travail pour un temps dont il est le seul maître. Donc c'est la question du temps qui devient décisive. L'usage, c'est l'usage du temps de travail. Alors, vous voyez très bien ici l'importance de l'usage, parce que chez Marx, aristotélicien, mais ça, Aristote ne l'avait pas vu. Aristote est un penseur de l'usage, des besoins, etc. Mais Aristote n'avait pas vu que la question de l'usage important, c'était l'usage de la force de travail. Vous ne pouvez pas le voir, parce que lui, la force de travail est servile, n'est pas thématisée. C'est l'usage de la force de travail. Alors, Marx pose donc deux questions, pour terminer le chapitre. Quelle est la valeur de la force de travail et deuxièmement, quelles sont les propriétés historiques de cette force de travail? Quels sont les présupposés qu'il faut pour qu'un être humain puisse fonctionner, lui qui est une personne, vous avez vu, corporelle, la corporité est présente, puisse fonctionner comme producteur de plus-value. Les producteurs de plus-value, il ne le fait pas dans la circulation, il produit la plus-value dans la production, la plus-value se réalisant dans la circulation, c'est-à-dire dans l'achat et la vente, et dans la circulation monétaire. Eh bien, dans ces conditions, si vous voulez, la question de Marx est une question qui va se démultiplier, parce que la question de la valeur et la question des besoins, des moyens de production et de reproduction de la force de travail est une question complexe, et Marx va retrouver ici des difficultés qu'il avait déjà trouvées au niveau de, vous vous rappelez, de la distinction, du problème, vous en parlez, mais c'est tellement complexe et riche, Marx, il n'arrive pas à en faire le tour si facilement. Donc, lorsqu'il avait distingué le travail moyen et le travail abstrait, alors, on a un peu l'impression que les besoins sont des besoins historiques qu'on satisfait en moyenne. Puis ensuite, il y a aussi des besoins qui relèvent donc du travail abstrait, les besoins d'éducation. Enfin, dès qu'il faut retenir cette idée suivante, c'est qu'il y a une variation historique irréductible de la force de travail. Il n'y a pas une discussion univoque de la valeur de la force de travail, parce que la force de travail se transforme avec l'histoire, il y a des besoins nouveaux qui sont produits par la civilisation qu'il faut satisfaire, et il y a même des activités nouvelles, comme les services et le transport, qu'il faut analyser, qui posent des problèmes nouveaux. Alors, vous voyez comment Marx procède. Hein. Une fois qu'un principe simple est annoncé, il le complique, il établit des cas. C'est ça qui rend la lecture si difficile de Marx. Et il montre finalement qu'il n'y a pas d'univocité dans la détermination de la valeur de la force de travail, c'est-à-dire de la valeur des biens, des marchandises nécessaires à la satisfaction des besoins du travail. Il y a une historicité du travail. Et donc une détermination de la valeur de la force de travail. Parce qu'il ne faut pas la limiter aux besoins élémentaires du XIXe siècle. Aujourd'hui, ce n'est pas le panier de la ménagère, si vous voulez, la force de travail. C'est une chose un peu plus compliqué. Donc ça, c'était la première chose que fait Marx, c'est de discuter sur cette complexité de ces moyens dont la force de travail a besoin, de ces marchandises qu'il faut payer, qui sont payées, et des services aussi qui rentrent dans cette façon. Donc, par une série d'hypothèses, une fois encore, donc, qui sont examinées les unes après les autres, montrent donc que la circulation donc, est un acte d'ensemble et que finalement les réponses microéconomiques ne satisfont pas. Le texte est situé au niveau macroéconomique. Ça pose des problèmes intéressants, mais je le laisse de côté. Alors, le deuxième problème qui est posé par le chapitre 4 sur lequel je vais terminer, c'est le suivant. Donc on a montré les limites de l'approche purement économique ou microéconomique, et on termine maintenant, non pas simplement sur l'historicité de la valeur de la force de travail, mais on va terminer sur autre chose, c'est-à-dire sur les propriétés que doit avoir cette autre force de travail pour pouvoir être présente. Qu'est-ce que cette force de travail qu'on trouve sur le marché qui soit le travailleur? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il puisse apparaître à la figure d'un travailleur qui soit une force de travail? Eh bien, Marx répond deux choses.
Il faut qu'il y ait quelque chose comme une personnalité humaine, un être humain, donc qui soit doté de liberté, parce que l'achat qui se fait de la force de travail est un achat qui se fait sous la forme du contrat. Et vous trouvez des considérations extrêmement intéressantes sur le contrat, parce que le contrat, en droit privé, dans l'économie politique, et même aussi dans la philosophie politique, une figure centrale. Sur le marché du travail, quand celui qui possède l'argent achète, il n'achète pas l'ouvrier. S'il achetait l'ouvrier dans sa totalité, l'ouvrier serait un esclave. La question serait terminée. Il achète un homme qui est libre, mais qui est libre de quoi? Eh bien, de vendre l'usage selon un temps déterminé de sa force de travail. Donc l'homme libre, c'est celui donc, qui est propriétaire de son corps et qui, en quelque sorte, peut le vendre, non pas en sa totalité, ce qu'en ferait un esclave, mais peut en vendre l'usage selon un temps déterminé. Ce qui veut dire que la condition de la force de travail, de la marchandise de travail, c'est celle du droit, qui fait apparaître l'idée de personne libre, capable de négocier un contrat pour l'usage du temps. Oui, le caractère central du temps ici. Ça, c'est pas du Aristote. Chez Hegel, il y avait des choses essentielles de côté. Et deuxièmement, si vous voulez, la liberté est ambiguë. Et cela explique l'ironie avec laquelle Marx termine ce chapitre sur cette évocation de l'Éden. Je vais dire un mot là-dessus, de cette sphère de circulation qui est formidablement. C'est une révolution, l'apparition d'une société de marché. Mais pourquoi? Parce qu'apparaît l'homme libre. Il y a le possesseur libre d'argent, il y a le possesseur libre de la force de travail, ils passent un contrat libre que personne ne contraint, ils peuvent refuser, etc. Et en même temps, ils sont libres, on leur donne une égalité juridique. Donc, le droit, contrairement à ce que l'on dit, n'est pas une superstructure ici. Le droit est une condition structurelle de la force de travail. Il n'y a pas de force de travail qui ne puisse être dispensée d'être une personnalité libre structurellement. Sinon, on revient à l'esclavage. Qu'il y ait des formes de travail qui réinventent l'esclavage, c'est vrai. Et là, ce n'est pas le cas. Et deuxièmement, cette personne libre, elle est non seulement libre, elle est égale. Elle a bien une égalité juridique qui lui permet de négocier. Donc, vous voyez très bien ici que le droit n'est pas une superstructure, comme le dira Marx trop rapidement. Le droit est une condition structurelle de la personnalité libre, de la force de travail. Pour être ouvrier, il faut être libre. Mais en même temps, renversement de la médaille et puissance de la pensée de Marx, cette liberté, ça n'est pas la liberté libérale de ne pas être empêché d'eux. Je ne suis pas empêché d'acheter, je ne suis pas empêché de vendre ma force de travail pour un certain déterminé, je suis libre, comme tout le monde. Et égaux, égal aux autres, puisque les autres ont la même liberté, égale liberté. Donc, la liberté va présenter son visage négatif, et en ce sens, on ne voit pas de la contradiction se déplace, parce que celui qui est libre, il n'est pas libre au sens positif, il est libre au sens négatif. Il ne peut pas faire autrement que de vendre sa force de travail. C'est une liberté négative. C'est une liberté qui est une contrainte. S'il ne vend pas à l'usage de son temps de travail, eh bien, il n'est pas payé comme marchandise et il ne peut pas payer les éléments nécessaires à sa reproduction comme marchandise. C'est donc une liberté contrainte. C'est une liberté coercitive. Et Marx dit la liberté multimoderne, c'est une liberté double, elle a une dimension juridique et que le droit a pour envers une contrainte qu'il réalise sous l'aspect positif de liberté, une égale liberté qui de fait ne peut être qu'une inégale liberté au sens positif du terme. Donc ça c'est assez extraordinaire. Hein. Et vous retrouvez aussi ça au propos de l'égalité. Liberté égale, celui qui vend l'usage de sa force de travail n'est pas égal à celui qui a l'argent pour en acheter l'usage, parce qu'il y a une position dissymétrique. Et là, si vous voulez, vous avez la genèse du rapport de classe, comme un rapport de classe, et de la contradiction fondamentale qui ne disparaîtra pas, qui ne disparaît pas, quelles que soient les modifications empiriques de la force de travail aujourd'hui, en disant que l'ouvrier a disparu. Peut-être des formes historiques ont disparu, mais la structure fondamentale de la force de travail n'a pas disparu, elle se modifie, et avec l'inégalité qui va avec. Et voilà pourquoi Marx nous dit que les économistes ont idéalisé. Ils ont pensé toute la société à partir de la sphère de la circulation, comme si dans la société tout circulait entre personnes libres et égales, sur un marché libre. Et dans la société, il y a bien cet élément, mais pour qu'il puisse y avoir circulation faite par des gens libres, il faut bien qu'il y ait une contrainte qui permet à quelqu'un d'acheter la force de travail de l'autre et qui oblige l'autre à lui vendre cette force de travail pendant un certain temps déterminé. La liberté contrainte. Et la liberté est à la fois cette unité d'une liberté négative et d'une non-liberté positive. Il est libre de ne pas commettre. Voilà pourquoi Marx termine ce texte par cette philippique contre les droits de l'homme. Quand on ne parle pas des droits de l'homme, les droits de l'homme et pas du citoyen. Il s'agit de l'homme travailleur, de l'homme propriétaire, qui termine ce chapitre. Et
Marx, là, est en train de vous montrer que, au fond, l'économie politique, une partie de la philosophie politique, a idéalisé la sphère de la circulation et les catégories de liberté et d'égalité telles qu'elles sont définies dans la sphère de la circulation, avec cette liberté non libre, avec cette égalité non inégale, et avec cette fraternité qui ne dépasse une, puisqu'il y a, si vous voulez, une dissymétrie structurale. Et voilà pourquoi, dit-il, il y a bien eu de la part des économistes une idéologisation de la sphère de la circulation. Et voilà pourquoi ils sont portés à faire de la liberté et de l'égalité telle qu'elle est comprise selon la sphère de la circulation, et non pas telle qu'elle se manifeste dans la sphère de la production, les catégories nécessaires pour juger d'une société. Et ça, ils le récusent. On ne peut pas juger moralement, politiquement une société uniquement à partir des catégories de liberté et d'égalité telles qu'elles sont définies dans la sphère de la circulation. Voilà, il y a une liberté. Mais ce n'est pas la seule liberté. Parce qu'il y a l'envers négatif de la liberté. Il est liberté, je ne peux pas faire autrement que devant l'usage de son travail, et je ne suis pas égal. Voilà pourquoi le paradis, l'Éden, que les économistes et les philosophes du droit naturel présentent comme étant la base de la pensée moderne, de la modernité, vont souvent se renverser, au contraire, peut-être un enfer, par dit quelquefois que la production c'est un enfer. L'Éden, c'est l'affaire de la circulation. Et pour qu'il y ait circulation, il faut production, et là, les déterminations sont différentes. Alors je relis ce texte dans toute son ironie un peu glaciale, puisque vous voyez très bien qu'on est passé d'échangeurs libres et égaux à deux échangeurs qui sont différents, puisqu'il y en a un qui possède l'argent, et puis l'autre qui le suit, le pauvre minable, parce qu'il n'a plus rien à faire que de se faire tailler la peau. Vous voyez comment on part de cette égale liberté des individus dans la sphère de la circulation, qui vont rentrer dans la production en situation d'inégalité, et l'inégalité va être structurale pour la sphère de la production. Alors, je le relis ce texte parce que, en relisant, on comprend. Vous voyez la richesse extraordinaire de ce texte, qui passe donc d'une vision des formes, de l'idéalité des formes, comme mode d'existence, d'une logique historique, à une détermination donc des catégories juridiques et politiques, et qui pose une question de la justice. La justice ne veut pas se jouer au niveau de la circulation. Les justices distributives, pour Marx, ne sont jamais des formes fondamentales de la justice. Elles ne sortent pas de la circulation. La justice, ça se joue au niveau de la production. Sinon, la pensée de Marx n'a plus de sens pour lui-même. Je relis ce texte pour le plaisir de vous le relire. Il passe un contrat entre personnes libres à partir de ses droits. Le contrat est le résultat final dans lequel leur volonté se donne une expression juridique commune. Il est structurel, le contrat, à ce niveau-là. Égalité, car il échange en tant que possesseur de marchandises, qui est des équivalents contre équivalents. Effectivement, le salarié reçoit une valeur équivalente à la somme donc, des marchandises nécessaires à la reproduction de sa propriété. Propriété, car chacun dispose de son bien. En vérité, la catégorie fondamentale de la sphère de la circulation, c'est celle de la propriété privée. C'est la liberté et l'égalité selon la propriété privée qui règne là. La seule puissance qui les réunit, si les mettent en rapport, est celle de leur égoïsme, de leur avantage personnel, de leurs intérêts privés. Et le capital aussi reste un peu privé. Vous vous rappelez cette idée que le capital entretient un rapport privé de soi, sur lequel j'ai insisté. C'est justement parce que si chacun s'occupe de ses affaires propres et personne des affaires d'autrui, que tous, sous l'effet d'une harmonie préétablie des choses, que Marx critique, ou sous les auspices d'une providence disputée à l'extrême, la ruse de raison économique, remplissent seulement l'œuvre de l'avantage réciproque, de l'utilité commune et de l'intérêt de tous. Or, cela est critiqué. Cela, Marx a fait la critique idéologique. Cet Éden n'est pas un. Il n'aurait ici que la liberté, l'égalité, la propriété. Bentham, c'est qui? C'est le philosophe de l'utilitarisme. C'est celui qui dit que la catégorie fondamentale pour comprendre la société, c'est l'aide, c'est l'utilité des aides de chacun. Mais l'utilité n'est pas le bien, n'est pas le bon. L'utilité n'est pas le bien commun. L'utilité est privée, fondamentalement. Et une sommation de biens privés ne fera jamais un bien public. Et voilà pourquoi, donc, vous avez cette dramatisation de Marx qui montre que les deux figurations subjectives qui sont dans la sphère de la circulation, qui étaient égales au début, les acheteurs et les vendeurs, marchandises, dont la force de travail, sont maintenant spécifiées structurellement, historiquement, puisque l'un marche en avant, l'ancien possesseur d'argent marche devant, dans le rôle du capitaliste, l'un relève le sourire des gens importants et brûle d'une ardeur affairiste, l'autre, au contraire, le suit en quelque sorte, est craintif, rétif, comme quelqu'un qui a porté sa peau au marché pour qu'elle soit tannée. Alors, vous voyez l'extraordinaire parcours que présente ce passage, puisque la formule générale du capital nous fait passer, disons, de l'ontologie du capital comme
s'agit de s'auto-reproduire l'un et comment donc il implique, le capital a besoin du droit, il a donc besoin aussi d'une sphère de liberté, mais limitée, et qui révélera sa propre vérité lorsque eh bien, tout le monde rentrera dans la production et que l'on verra ce que chacun fait dans la production marchande, qu'on n'a pas évoqué puisqu'on n'est resté que dans la circulation.